8h44 sur Europe 1. La folie des jeux de société, c'est le vendredi thématique que vous propose toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. La rédaction d'Europe 1 va prendre un peu de hauteur dans le quart d'heure qui vient. Regarde d'abord dans le rétroviseur de l'histoire. Depuis quand joue-t-on à des jeux? Et puis pourquoi cette passion dévorante des hommes pour le jeu? Ne faut-il y voir que l'enfant qui se cache en chacun de nous? Deux invités pour nous guider. Nous sommes en ligne avec Elisabeth Belmas. Bonjour. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes Elisabeth Belmas, professeure émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 13, secrétaire générale du groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société. Vous avez écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur ce thème-là. Jouer autrefois, essai sur le jeu dans la France moderne 16e, 18e siècle chez Champvallon, c'est paru en 2006. Autre livre, Le jeu dans tous ses états sur le phénomène ludique. Ça c'est chez l'Harmattan, c'est paru en 2020. Et avec nous en studio, le bien nommé Dominique Desjeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. Alors, vous avez présidé ce même conseil scientifique du groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société. Vous vous connaissez donc très bien avec Elisabeth Belmas. Vous êtes amie de surcroît. Vous avez travaillé, vous êtes un généraliste, si je puis dire, mais notamment sur les pratiques du jeu en Chine. Je voudrais commencer avec vous, Dominique Desjeux, sur cette expression même, jeu dit de société. Alors, c'est intéressant parce que, outre que ces jeux nous divertissent, on voit que ce sont aussi donc des pratiques sociales, puisque ils sont de société. Ça raconte des choses aussi sur la société qui les produit. Et ainsi, on a découvert assez récemment, et ça paraît étonnant que la science ne l'ait pas vu plus tôt, qu'en fait, le jeu, c'était une mine d'informations archéologiques parce qu'on joue depuis fort longtemps. Hein. Alors ça, c'est effectivement, je suis plus fort sur ce qu'on appelle les logiques sociales du jeu. Donc, qu'est-ce que le jeu nous apprend sur la société? Et là, vous faites allusion, vous en parlez tout à l'heure, du jeu de Sénète, qui est un jeu incroyable parce que quelque part c'est un mélange, je crois, entre le jeu d'échecs et le jeu de loi. Oui. Et ça Mais remonte, ce qui est intéressant, ça remonte un peu. Alors je crois que le début c'est moins 2500 et la grande période c'est entre 1200 et 1500 avant notre ère. On est loin. La grande période des pharaons égyptiens. Mais le point important pour la suite de la discussion, c'est que c'est un jeu qui nous mène en enfer ou au-delà. C'est-à-dire le destin du joueur, c'était de savoir s'il allait mourir, elle allait partir en enfer ou s'il allait dans un endroit moins triste que l'enfer. Oui. Classiquement, on parle du Sheol, mais là aussi, c'est débattu. Mais le jeu a un point à voir avec le hasard, avec la mort, avec la santé. Ça, pour moi, c'est la base et de l'histoire des jeux. Ah, puis les jeux, c'est formidable parce que ça permet de parler de l'enfance, des loisirs, d'éducation, de la religion, de la mort. Quand on regarde l'histoire des grands jeux de société, c'est tout ça qu'on va découvrir à travers eux. Hein. Alors effectivement, par exemple, je fais 30 secondes de pub. Je viens de sortir un livre qui s'appelle le marché des jeux, qui est le passage du monothéisme marché des dieux. Joli lapsus. J'ai fait un beau lapsus. Mais ça va assez bien avec. Je le montre à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr. Comment essayer d'innovation religieuse du judaïsme au christianisme, c'est aux presses universitaires de France. Et alors l'intérêt, c'est que le passage, les Juifs étaient polythéistes comme tout le monde, en gros jusqu'au 10e ou 5e siècle, ça va dépendre des historiens. Et quelque part, le polythéisme garantit est une protection grâce à la diversité des dieux contre la mort, contre la maladie, contre les guerres, contre tous les vicissitudes de la vie quotidienne. Et le monothéisme est beaucoup plus dangereux parce que il n'y a qu'un seul Dieu et on ne sait pas s'il va bien s'occuper de nous. Et quand on lit la Bible, on retrouve la plupart des Juifs qui protestent contre ça. Alors Elisabeth Belmas, je me tourne vers vous. On va pas avoir le temps de faire une histoire exhaustive du jeu de société, mais c'est une histoire absolument passionnante. Et ce qui est intéressant, c'est la fonction qu'occupent les jeux dans les différentes sociétés. À l'instant, Dominique Desjeux nous parlait le Sénète, ou la Sénète, je ne sais pas si c'est le Sénète. S-E-N-E-T, donc. Voilà. On trouve évidemment des jeux de société aussi dans l'Antiquité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'en disait Platon, qui est d'une incroyable modernité, qui affirmait que le goût des enfants pour les jeux devait être encouragé, qu'en somme le jeu, qu'il soit de société ou physique bien sûr, révèle les talents. Ça c'est toujours d'actualité ça. Oh, absolument. Sinon, une petite précision, l'autre grand jeu égyptien, c'est le Méhen. C'est celui qui évoque la forme d'un jeu de loi, où c'est un serpent enroulé sur lui-même. Voilà. Et c'est d'autant plus important au point de vue symbolique que le serpent est un animal avec des forces telluriques. Oui, les jeux révèlent infiniment de choses sur les sociétés et leur évolution en dit long également sur les transformations sociales. Alors, longtemps le jeu, si vous voulez, a été associé à l'enfance et moi je dirais que le jeu, la première fonction est aussi d'être un passe-temps, de divertir.
au sens fort du terme, c'est-à-dire que cela détourne des fatigues du travail quotidien. C'est ainsi que les théologiens des 16e, 17e et 18e siècles l'expliquent, et il permet de restaurer les forces. C'est également un argument que l'on retrouve dès l'Antiquité. Alors quand Platon évoque le jeu, il parle des cuboi, hein, c'est-à-dire grosso modo des cubes. Il y a tout un flou autour de cela, parce qu'on ne connaît pas les règles des jeux anciens. Ah oui. Mais il est certain que dès le départ, les jeux ont servi à se divertir, mais aussi à éduquer à la société, à apprendre, si je dirais, le respect de l'autre, à apprendre à partager. Oui. Donc, vous voyez, ils contiennent toute une série de valeurs Oui. utiles à l'éducation de l'enfance. Alors le jeu n'est jamais gratuit, hein. Il y a toujours un enjeu. Alors on pourrait parler aussi du jeu d'argent, on pourrait parler de la triche aussi. Quand on parle des Romains, on dit souvent ça, ils ont inventé les jeux d'argent et toute la fraude qui va avec, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, on n'aura pas le temps d'entrer forcément dans les détails, mais si j'accélère dans le temps, Elisabeth Belma, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a un tournant très important, c'est l'objet de l'un des livres que j'ai cités, c'est le XVIIe siècle, c'est à ce moment-là que se fixent les règles des principaux jeux auxquels nous jouons encore, que ce soit les échecs, les jeux de cartes, etc. Ou le poker, par exemple. Poker, c'est le 19e, attention, Ah là bah, vous allez vite. Je suis allé un peu rapidement. Oui, tout à fait. Non, je dirais qu'il y a moi, je dirais des moments très importants qui sont d'une part au Moyen-Âge, le Xe siècle, avec l'invasion des échecs en Europe. Ça, c'est un jeu de table, de tablier extrêmement important que l'on a longtemps considéré comme l'image de la société. Ouais. Et aussi l'image de la guerre, parce que les pions s'affrontent, peuvent s'allier, etc. Vous dites invasion, Donc, mais ça vient d'où? Ça venait d'où, le jeu d'échecs? Le jeu d'échecs vient d'Orient, comme beaucoup de jeux. Beaucoup des jeux que nous pratiquons aujourd'hui sont originaires d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient. Dominique donc est un expert en la matière, et ils nous arrivent en Europe par l'Italie, l'Espagne ou alors par les pays rhénans. Voilà. Enfin, ils arrivent dans l'Europe occidentale et en particulier en France. Donc ça, c'est important. Xe siècle, les échecs qui ne cesseront d'évoluer. Autre étape extrêmement importante, la fin du Moyen-Âge, avec les jeux de cartes au XIVe, XVe siècle, à la charnière des XIVe, XVe siècle, car les jeux de cartes qui sont en réalité la transposition des pions de l'échiquier sur du papier. Valet, dame, roi, Et as, ces jeux- c'est ça, en fait, ça vient des échecs. Eh oui. Et donc, les jeux de cartes, on présente je dirais, une qualité fabuleuse, c'est qu'ils se complexifient bien entendu au fur et à mesure du temps, mais ils peuvent servir aussi bien à des jeux qui sont des jeux d'adresse, de commerce, c'est-à-dire des jeux où on joue sans mettre de l'argent, mais aussi à des jeux de hasard. Voilà. Ça, c'est la grande force des jeux de cartes. Ce que vous observez, Dominique Desjeux, pardonnez-moi, je vous interromps, Elisabeth Belmas, je vais faire bondir Dominique Desjeux, sur le plan anthropologique, je crois qu'Elisabeth Belmas a dit quelque chose d'important, c'est que le jeu, finalement, c'est une circulation culturelle. Là, en l'occurrence, je crois que les premiers jeux d'échecs s'appelaient Chaturanga et ça venait d'Inde. Et c'est parti en Extrême-Orient et ça arrive en Europe par le biais des Arabes. Oui, c'est ce que dit d'abord Elisabeth est toujours extrêmement profond sur le jeu, c'est quand même une très grande spécialiste, bien plus que moi. Et ce qu'elle vient de dire là correspond assez bien à ce qu'on observe à travers l'histoire, en gros, entre le 1er siècle et aujourd'hui, ce sont les routes de la soie. Et les routes de la soie, on les connaît bien aujourd'hui parce qu'elles sont revenues à l'honneur, mais elles existent depuis à peu près le 1er ou le 2e siècle. Il y avait même des liens entre l'Empire romain et la Chine. Donc entre les soieries et les épices, on trouvait des jeux de société. Mais c'est ce que je découvre là avec Elisabeth. Je ne savais pas que les jeux avaient aussi circulé. Et là aussi où elle a raison, c'est que le jeu est un analyseur de la société. Effectivement, ça sert comme une construction identitaire, ça sert à simuler, ça sert à se faire peur, ça sert à se socialiser. À préparer à la guerre et au pouvoir, je disais aussi tout à l'heure. Il y a énormément de jeux de guerre, c'est très intéressant, je trouve. Et un des plus vieux, c'est le jeu de Go, que j'adore. Moi, je ne joue pas très bien au jeu de Go, mais c'est un jeu très intéressant, parce que c'est un jeu qui est lié à Sun Tzu aussi, qui était un des vieux philosophes de la guerre, l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un jeu où il faut conquérir des territoires et coincer son ennemi, et pas forcément l'éliminer. Et les jeux de guerre sont extrêmement anciens. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 60, j'avais un jeu anglais qui s'appelait le Trick Tactics, et il y avait à la fois les bateaux, les avions, l'armée de terre et les armements. Le jeu de guerre
Rome et Carthage, c'était pareil. Tout ça, ce sont des jeux de simulation de la guerre. Oui. Est-ce que vous décelez, Elisabeth Belmas, dans pardonnez-moi, la vogue contemporaine du jeu de société, le nouveau jeu de société, comme on l'appelle, avec une profusion créative, on en a parlé toute la matinée. Distinguez-vous des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas sur le jeu de société? Vous, qui êtes une grande spécialiste, qui regardez ça avec la profondeur de plus de 20 siècles de jeux derrière nous, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous identifiez? Alors, j'aimerais d'ailleurs préciser que le marché des jeux de société est extrêmement important. Et qu'il y a à peu près 20 millions de jeux de société vendus en France chaque année. 20 millions. Et oui, c'est un marché économiquement très important. Et si vous voulez, le fait que les jeux reposent quand même sur des principes anciens, savez-vous que le premier jeu vendu en France, c'est le Monopoly, Oui, qui date de la crise. Voilà. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ce que disait Dominique, c'est-à-dire que les jeux reflètent la société. Il est intéressant de voir que le Monopoly a été créé après la grande crise économique de 1929. Et c'est un jeu qui est une sorte d'emblème du capitalisme. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, il y a une énorme production qui est soutenue parce que c'est devenu une industrie. Voilà, ce que ça n'était pas au départ et que c'est devenu progressivement, les jeux de société sont devenus une industrie au cours de l'époque moderne. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une industrie et comme toute industrie, elle cherche à attirer de nouveaux consommateurs et à se diversifier. Ouais. C'est évident. Alors il y a plein de jeux Mais oui. Les anciens comme le Scrabble sont toujours vendus, oui. Et très bien. Oui, alors on n'a pas parlé, mais il y a les jeux de questions-réponses, les jeux de hasard, les jeux de quiz, le puzzle, il y a tout ça. Alors le Monopoly 1933, on va terminer là-dessus, Dominique Desjeux. Le Scrabble, vous savez quand ça remonte, la création du Scrabble? Non, j'ai aucune idée. 1949. Ah oui, c'est pas si vieux que ça du reste. Le Cluedo, 1949 également. Aussi, d'accord, oui. Et le Milborn, français. Pareil, peut-être 60 peut-être. 1954. Ouais. Ouais, voilà, comme quoi, hein, c'est des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu a redémarré avec le confinement. J'avais appelé Asmodée avec qui j'avais travaillé. Grand éditeur. Et ils m'ont dit, c'est exactement, c'est un grand éditeur de jeux, et qui m'ont dit que leur chiffre d'affaires, je ne sais plus, avait augmenté de 30, 40 ou 50%. Exactement. Et on voit pendant le confinement une augmentation à la fois des jeux de société. Ça, j'étais un peu étonné. Moins étonné de voir l'augmentation des jeux vidéo, des jeux en ligne, qui ont énormément augmenté. Là, on touche au problème d'addiction qu'on n'a pas évoqué, et qui est une autre question du jeu. Ouais, ça, c'est vrai. Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur Matin. Ce fut court, mais ce fut excellent. Merci beaucoup. Elisabeth Belmas, je redonne vos deux ouvrages principaux autour du jeu. Jouer autrefois, et c'est sur le jeu dans la France moderne. C'est chez Champvallon. Le jeu dans tous ses états également sur le phénomène ludique chez l'Harmattan. Et Dominique Desjeux, votre livre sur le marché des dieux, comment naissent les innovations religieuses. J'adore le titre, c'est aux Presses universitaires de France. Merci à tous les deux.